Alors, bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de Sciences et technologies de 3e secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Dans cette capsule, nous allons répondre aux questions 1 à 33 portant sur les notes de cours du module 2, partie 1, portant sur la matière et l'énergie, les changements physiques ainsi que les changements chimiques. Alors, bon visionnement et bonne étude. Commençons par la matière. Qu'est-ce que c'est la matière? C'est tout ce qui possède un volume et une masse. La masse, c'est la quantité de matière qui occupe un corps, qui compose un corps. Le volume, c'est l'espace occupé par un objet. Nous allons utiliser le modèle qu'on appelle corpusculaire, c'est-à-dire le modèle scientifique basé sur l'idée que la matière qui nous entoure est composée de particules. Maintenant, l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'accomplir un travail ou de provoquer un changement. On va étudier 4 types d'énergie: thermique, rayonnante, chimique et mécanique. Commençons par l'énergie thermique. Qu'est-ce que c'est l'énergie thermique? C'est l'énergie résultant du mouvement désordonné des particules d'une substance. Alors, comme ici, on a un verre d'eau en température ambiante qui possède plus d'énergie thermique qu'un verre d'eau froide. Pourquoi? Parce que dans l'eau plus chaude, les particules, les molécules d'eau frappent plus souvent les unes sur les autres ainsi que sur le bord du verre. Alors, c'est pour ça qu'il y a plus d'énergie thermique dans un verre d'eau chaude que dans un verre d'eau froide. Évidemment, il y a plus d'énergie thermique dans un plus grand volume, même à même température, puisqu'il y a plus de particules dans le plus grand volume. Continuons avec l'énergie rayonnante. Qu'est-ce que c'est l'énergie rayonnante? C'est l'énergie contenue et transportée par les ondes électromagnétiques. Par exemple, décomposons le mot ici. Électro, c'est électrique, magnétique, c'est-à-dire les aimants. Ce sont des ondes assez subtiles, mais qu'on a des instruments pour capter, dont la lumière visible. Notre œil sert d'instrument pour capter ces ondes. On voit très bien avec une longueur d'onde assez précise. Mais on n'est pas capable de voir les ondes radio avec nos yeux parce qu'elles sont trop à basse fréquence. Donc ici, la même chose pour un micro-ondes, l'infrarouge, plusieurs caméras l'utilisent, les rayons ultraviolets, les rayons subtils du soleil, on n'est pas capable de les voir, mais ils font leur dommage quand même. Les rayons X, même chose, et les rayons gamma, par exemple, qu'on retrouve dans les explosions nucléaires, etc. Il y a des outils pour capter ces ondes. Voyez-vous, les ondes gamma sont captées dans l'espace grâce à des caméras numériques. Alors, voyez-vous, ici, les ondes radio sont captées. Penzias et Wilson avaient développé leur technique pour capter les ondes radio dès 1965. Nous, on capte la lumière visible ici avec notre œil. Donc, on reverra ça dans la section sur les sens, la vision. L'énergie chimique, c'est quoi? C'est l'énergie emmagasinée dans les liaisons d'une molécule. Ici, on a de la cire ou de la paraffine fait d'atomes de carbone attachés les uns aux autres, les petites billes noires, et complétés par des hydrogènes, les petites billes blanches. L'oxygène, qu'est-ce qu'il vient faire quand il brûle? Il vient couper le lien ici entre deux carbones et il y a dégagement d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Il nous reste à parler de l'énergie mécanique, l'énergie résultant de la vitesse de déplacement d'un objet et de sa masse et de sa position par rapport aux autres objets. On voit que la roche A, même si elle est de même masse que B et C, contient plus d'énergie mécanique parce qu'elle est plus haute. Elle va faire plus de dommages quand elle va arriver au sol que les roches B et C. Donc, elle a plus d'énergie mécanique. Continuons maintenant avec le transfert et la transformation d'énergie. Qu'est-ce que c'est un transfert? C'est le passage de l'énergie d'un milieu à un autre, tandis que la transformation d'énergie, c'est le passage de l'énergie sur une forme à un autre. Le transfert de chaleur, par exemple, transfert d'énergie thermique. Lorsqu'on a froid puis qu'il fait soleil, on est réchauffé par les rayons du soleil. La transformation dans notre foyer d'une bûche de bois, la combustion du bois, l'énergie chimique du bois est transformée en lumière et chaleur. Les transferts d'énergie, ce sont des changements physiques.
Qu'est-ce que c'est des changements physiques? Ce sont des changements qui ne modifient que la forme sur laquelle nous retrouvons la matière. Nous allons étudier les phases, les dissolutions et les déformations. Commençons par les phases. Qu'est-ce que c'est les phases? C'est des passages, des changements de phase, c'est passages de matière d'un état à un autre par apport, c'est-à-dire qu'on doit fournir de la chaleur, ou dégagement de chaleur. L'espace entre les particules s'appelle des interstices. Alors, sur les trois figures qu'on voit ici, l'eau liquide, la glace et la vapeur d'eau, on voit que les interstices entre les particules varient d'une à l'autre. Beaucoup d'espace dans la vapeur, quand même relativement d'espace, plus d'espace dans l'eau, moins d'espace dans l'eau liquide. Et la glace est un petit peu spéciale. Les molécules d'eau sont vraiment bien enlignées. C'est ce qui fait que la glace augmente de volume lorsque la température descend autour du zéro. Alors, pourquoi est-il possible de plonger sa main dans l'eau et non dans la glace? Parce que dans la glace, les particules sont fermement liées les unes aux autres, tandis que dans l'eau, elles glissent les unes sur les autres. Pourquoi est-il possible de compresser un gaz? Parce que les particules sont très espacées, tandis que pour un solide, c'est très rapproché. Allons maintenant à quelques définitions que vous connaissez déjà. Alors, nous avons ici les phases de l'eau. Alors, nomme le changement de phase illustré au numéro 1, de solide, de glace à eau, on appelle ça la fusion, de solide à l'état liquide. Peu importe si c'est de l'eau, ça peut être un autre élément du tableau périodique. La solidification, c'est-à-dire le passage de liquide à l'état solide, ça s'appelle la solidification. Maintenant, le changement de phase illustré au numéro 3, c'est-à-dire de liquide à vapeur, vaporisation. Le changement de phase de vapeur à liquide, condensation ou liquéfaction. Ici, la sublimation, qu'est-ce que c'est? C'est le passage d'un état solide à l'état de vapeur directement, comme par exemple un déodorant. Et ici, la condensation solide, c'est de l'état de vapeur directement à liquide. Le givre sur les pare-brises en hiver, le verglas, par exemple, c'est un bon exemple de cette condensation solide. Pardon. Qu'est-ce que c'est une dissolution? C'est mise en solution d'un soluté dans un solvant. Je vous rappelle que le mot solvant comporte 7 lettres et c'est celui qui a le volume de plus. Plusieurs élèves ont de la difficulté à retenir la différence entre soluté et solvant. Le solvant, c'est celui qui a le volume le plus grand. Par exemple, un peu de sucre dans l'eau. Alors, comme le soluté a seulement 6 lettres, on peut faire le lien ici, c'est le plus petit volume qu'on ajoute dans un grand volume de solvant pour former une solution. Donc, mise en solution d'un soluté dans un solvant. Ça peut être accompagné d'un dégagement de chaleur, comme ici par exemple à la figure A. On voit qu'au point de départ, la température de l'eau était de 20 dans le solvant, puis là, elle est montée à 30 lorsqu'on a ajouté de l'hydroxyde de potassium. Ici, c'est l'inverse. La température de départ était de 20. Elle est rendue à 17 lorsqu'on a ajouté du chlorure d'ammonium. Alors, ça peut être par rapport ou dégagement de chaleur. Allons à une déformation. Qu'est-ce que c'est une déformation? C'est un changement de forme. Par exemple, une calculatrice trouvée lors d'un incendie. Et par exemple, un arbre foudroyé ici par la foudre qui a été brisé par le vent ou par la foudre. Simplement, il y a une déformation. Il n'y a pas de changement de nature, changement de forme seulement. C'est ce qui nous amène au changement chimique. C'est un changement qui modifie la nature et les propriétés caractéristiques de la matière. Nous allons étudier synthèse, décomposition, oxydation et précipitation. Les synthèses, qu'est-ce que c'est? C'est la formation d'une molécule complexe à partir d'atomes ou de molécules plus simples. Ici, par exemple, l'hydrogène, qui est très, très explosif à l'état naturel, le chlore fumant, pur, et on doit faire la réaction en fournissant de l'énergie et on obtient de l'acide chlorhydrique. Et c'est corrosif. Donc, l'hydrogène et le chlore ont perdu leurs propriétés caractéristiques de chacun.
C'est la même chose ici lorsque une plante fait la synthèse des sucres à partir de l'énergie du soleil, du CO2 et de l'eau. Retenez la formule de la photosynthèse ici. Elle est importante de distinguer de la respiration cellulaire. Retenez de la formule aussi du C6, H12O6, c'est notre fameux glucose. Et le dioxygène qui est formé par cette réaction de synthèse lors de la photosynthèse. Notre corps aussi fabrique certaines molécules. Ici, c'est le cas du glycogène formé dans notre foie et dans nos muscles. On mange les molécules de glucose dans l'amidon, d'une tranche de pain par exemple, on absorbe ça dans notre sang et les cellules de notre foie et nos muscles recombinent les glucoses ensemble pour former du glycogène. En réalité, le glycogène, c'est la même molécule que l'amidon formé par les plantes. Nous avons aussi notre capacité de stocker un petit peu de sucre complexe. On l'utilisera par exemple pour un effort physique de quelques minutes. Allons à la décomposition. Qu'est-ce que c'est la décomposition? C'est l'inverse de la synthèse, évidemment. C'est la transformation d'une molécule complexe en molécule plus simple ou en atome. Ici, la décomposition de l'eau, l'hydrolyse de l'eau. Alors, c'est deux molécules d'eau avec de l'énergie électrique. On obtient deux molécules de d'hydrogène et une molécule de dioxygène. Ici, lorsqu'on fait du pain, par exemple une pâte à pain, avant et après la cuisson, vous voyez qu'on ajoute du bicarbonate de soude. Donc, il y aura une réaction chimique sous la chaleur. Le bicarbonate de soude va former du CO2. C'est ce qui va faire gonfler le pain. Réaction d'oxydation, c'est la transformation de la matière, mais cette fois impliquant l'oxygène. On a deux bons exemples de ça. Évidemment, la formation de la rouille, lorsque 4 atomes de fer rencontrent 3 molécules de dioxygène, il y a formation d'oxyde de fer, 2 molécules d'oxyde de fer. Une autre formule ici de l'oxyde de magnésium qu'on utilise dans les flashs d'appareils photo. 2 petits atomes de magnésium en présence en présence d'une molécule de dioxygène, il y a formation de 2 molécules d'oxyde de magnésium. Alors ici, continuons à la précipitation. Qu'est-ce que c'est les précipitations? C'est la formation d'une substance solide, peu ou pas soluble, c'est-à-dire qu'elle flotte dans l'eau ou pas. Le précipité, lors d'un mélange de 2 solutions, on l'utilise par exemple pour former le fromage, les bactéries qui décomposent le lait, le milieu devient acide et ça fait précipiter la caséine pour former le fromage. Et nous formerons aussi en laboratoire, nous allons utiliser plusieurs procédés comme ça. Voici la réaction du plomb ici pour former un précipité de plomb tout simplement. Là, on va voir ça en laboratoire. Alors, bonne étude pour cette section et à la prochaine.